Alors, voilà, je partage mon écran pour que vous puissiez me voir. Enfin, voilà, donc mesdames et messieurs, bonjour. Moi, je m'appelle Cécile Marchex, je suis responsable du pôle prévention, promotion de la santé et soins de ville à la délégation départementale de la Vienne de l'ARS. Je souhaite tout d'abord remercier l'Éducation nationale pour son soutien à l'organisation de ce webinaire. Merci également à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence à ce temps d'échange consacré à la prochaine campagne nationale. Attendez, voilà. Merci. Voilà, donc concernant la prochaine campagne vaccinale contre le papillomavirus, qui se déroulera dans l'ensemble des collèges du département de la Vienne, alors qu'ils soient privés ou publics. Je serai accompagnée pour ce webinaire de Madame Irit Takako, qui est sage-femme, qui vous apportera le point de vue médical sur cette campagne, et Madame Ophélie Pouget, qui est mandatée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine sur des missions régionales d'appui à la promotion de la vaccination, qui, elle, abordera plutôt le côté plus pratique et opérationnel de cette campagne. À la fin des présentations, un temps sera dédié à vos questions. Vous pourrez vous exprimer librement, que vous soyez parent ou élève concernés. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions inutiles ou embarrassantes. Ce moment est justement prévu pour répondre à vos interrogations et vous accompagner au mieux dans vos choix. Je vais maintenant laisser se présenter les acteurs de terrain qui jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre concrète des séances de vaccination afin qu'ils puissent se présenter, que ce soit les équipes médicales du directeur académique des services de l'éducation nationale, du DAZEN, ainsi que les 2 centres de vaccination habilités, l'un porté par le CHU et l'autre porté par la Polyclinique de Poitiers. Donc, je laisse vous présenter peut-être la DAZEN, l'équipe médicale et paramédicale du DAZEN. Oui, bonsoir. Donc, je me présente, je suis le docteur Dandrieux et je suis médecin conseiller technique départemental auprès de la directrice académique. Et je suis Laurence Gollet, infirmière conseillère technique départementale auprès de la directrice académique. Et une de mes missions est d'animer et de coordonner l'équipe infirmière de l'éducation nationale de la Vienne et de les accompagner, enfin, surtout la première année, dans cette mise en place de vaccination au sein des établissements scolaires. Bonsoir à toutes et à tous, Alexandre Melanto, je suis directeur de cabinet à la DSDN de la Vienne et je tiens à remercier à la fois l'ARS et les différents centres de vaccination qui vont se présenter juste après pour leur disponibilité, ainsi que les chefs d'établissement qui ont été des pierres angulaires dans l'organisation de ce webinaire. C'est grâce à eux et grâce aux équipes médicales dans les établissements scolaires que les informations vous parviennent, donc je les en remercie et je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Madame Perroche, vous voulez bien vous présenter? Oui, bonjour, Delphine Perroche, animatrice de santé publique au sein de la Polyclinique de Poitiers. Donc, je représente le centre de vaccination de la Polyclinique de Poitiers. Et Madame Takako? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Takako Iri, je suis sage-femme. Je représente le centre de vaccination de la Vienne et remplace pour ce soir Dr Giraud qui est absent et qui s'excuse pour son absence. Mais du coup, on a travaillé ensemble pour vous donner les informations dont vous aurez besoin. Merci. Donc, en introduction, nous avons désormais le recul de 2 campagnes successives, celle de 2023-2024 et 2024-2025, qui nous permettent de dresser un premier bilan et d'envisager donc les perspectives pour l'année scolaire 2025-2026, sachant que pour la prochaine campagne, il y a quand même des évolutions notables qui vont vous être présentées. Alors, la campagne vaccinale 2023-2024 a permis de faire progresser la couverture vaccinale chez les élèves de 5e de 21% chez les filles et de 22% chez les garçons,
ce qui a permis d'atteindre un taux de couverture vaccinale incluant la vaccination en médecine de ville, qui a une part non négligeable, à 61% chez les filles et 48% chez les garçons. Alors, je me permets de rappeler l'objectif national pour 2020-2030, qui est de 80% de taux de couverture vaccinale, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes donc face à un vrai enjeu majeur de santé publique dans la prévention des cancers, puisque le virus HPV est responsable de plus de 6000 cancers en France par an. Et dont la moitié touche le col de l'utérus. Ainsi, notre responsabilité en tant qu'État est de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé à un moment où la démographie médicale rend parfois l'accès aux soins plus difficile. Et en 2024-2025, la dynamique de cette campagne s'est maintenue, bien que le taux global de vaccination grâce à cette campagne au sein des collèges est légèrement diminué. Elle a touché 17% des élèves. C'est pourquoi, en tant que parent, je ne peux que vous encourager à vous saisir pleinement de cette opportunité. Elle vous permet d'offrir à votre enfant un accès facilité à une action de prévention dans un cadre sécurisé, encadré par des professionnels qualifiés, médecins, sages-femmes, infirmiers. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Madame Takako, qui va vous apporter le point de vue médical. Je vais essayer de partager. Partagez votre écran. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Donc, du coup, je vais le faire. OK. Vous voyez? Oui, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup de me donner la parole. Donc, on va aborder le point de vue médical concernant la campagne de vaccination HPV. Alors, HPV, c'est papillomavirus. Est-ce qu'on peut changer de slide? Donc, pour commencer, ce topo s'articule sous 3 volets. Une première partie concerne le virus. Une seconde partie concerne le vaccin et une dernière partie sur le déroulement de la campagne de vaccination. Je vais être assez brève pour la dernière partie puisque j'imagine que Ophélie Pouget va être plus détaillée dans les explications. Concernant le virus, donc HPV, comme je vous le disais, correspond au papillomavirus humain. C'est une infection qui est sexuellement transmissible, mais pas que. C'est également une infection qui peut être aussi dermatologique. Ce qui est à retenir, c'est que c'est la plus fréquente dans le monde. Ça, c'est vraiment important. Cette infection se transmet, le virus se transmet par contact simple. Ça peut être cutanéo-muqueux. Et c'est pourquoi le préservatif est insuffisant. Il traverse la barrière du préservatif. On a recensé plus de 200 types de papillomavirus. Donc, c'est vraiment très varié. Et environ 80% des individus peuvent porter le papillomavirus au cours de la vie. C'est pourquoi on recommande le vaccin. Parce qu'il y a énormément de personnes qui se contaminent durant leur vie. Il infecte surtout au niveau génital, buccal, mais également anal. Alors, on peut retrouver des tumeurs bénignes ou malignes, c'est-à-dire des tumeurs plus ou moins importantes, plus ou moins étendues aussi bien dans les lésions que dans le degré de dangerosité, et peut donner à terme un cancer du col de l'utérus, mais également un cancer de l'oropharynx, donc au niveau de la gorge, ou ça peut être également une des causes de cancer de l'anus. Pour le cancer de l'utérus, c'est le deuxième cancer le plus mortel dans le monde. Et le papillomavirus est la raison d'environ 90% des cas de cancer du col de l'utérus. Malheureusement, pour ce type de cancer, il n'existe pas de traitement qui permette d'éradiquer ce virus en totalité. La slide suivante, s'il vous plaît.
Alors, quand on attrape le virus, qu'est-ce qui se passe? Comme je disais tout à l'heure, il y a 80% des personnes qui l'attrapent au cours de leur vie. Parmi ces 90% de la population, dans 90% des cas, on retrouve quand même une élimination lente du virus par les protections naturelles du corps, l'immunité. C'est 90% dans les 2 ans. C'est assez lent, mais à terme, on n'est plus infecté par le virus. Par contre, dans les 10 autres pourcents, on peut retrouver des tumeurs bénignes comme des verrues. Quand c'est au niveau au niveau cutanéo-muqueux, au niveau vaginal ou autre, on appelle ça des condylomes. Et c'est une troisième partie quand le virus ne s'élimine pas, peut évoluer vers des tumeurs, des lésions précancéreuses, voire des cancers. Donc on retrouve au niveau du col de l'utérus, et comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de l'anus, mais aussi au niveau de la gorge. Slide suivante. Alors, le meilleur traitement préventif contre le papillomavirus qui donne des lésions, c'est la vaccination. On a un vaccin qui s'appelle le Gardasil 9. Il protège contre 9 souches sur les 200. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que les 200 souches ne donnent pas de lésions précancéreuses. Il n'y a que 12 souches qui peuvent en donner. Donc, ce vaccin protège contre 9 souches parmi les plus à risque des tumeurs. Le vaccin lui-même ne contient pas de virus, il s'agit d'un vaccin recombinant. Donc, en étant vacciné, on n'attrape pas le papillomavirus. Et plus on vaccine tôt, mieux c'est, plus le vaccin est efficace. C'est-à-dire que quand on vaccine, je vous disais qu'il y avait 80% de la population qui pouvait être contaminée par ce papillomavirus. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vacciner le plus tôt possible, avant, si possible, le contact avec ce papillomavirus. Donc, surtout avant le début de la vie intime. Mais si on a commencé une activité et qu'on n'est pas vacciné, on peut quand même faire le vaccin et ça fonctionne quand même, c'est efficace. Moins efficace, mais c'est efficace quand même. La première dose de vaccin est à faire entre 11 et 14 ans et une seconde dose est à faire 6 à 12 mois plus tard. Par rapport à la campagne de vaccination, on le fera 1 an après. Tous les coûts de la vaccination, de cette campagne de vaccination, sont pris en charge. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Pour les risques du vaccin, alors c'est vrai que la vaccination, on se pose pas mal de questions. Il y a une seule contre-indication à la vaccination contre le papillomavirus, c'est l'allergie au vaccin ou un des composants. En général, les personnes le savent quand il y a une allergie, parce que souvent, comme on a commencé d'autres vaccins dès tout petit, du coup, on sait si on est allergique à un vaccin. Les effets indésirables du vaccin contre le papillomavirus ressemblent aux effets indésirables de l'ensemble des autres vaccins existants. Donc, ça peut donner de la douleur ou des démangeaisons au niveau du bras qui a été vacciné. Ça, c'est assez fréquent. Parfois, on peut retrouver de la fièvre ou de la fatigue, des nausées ou des maux de tête. Ça dure vraiment pas longtemps. Et c'est pas pour tout le monde, hein, heureusement. Ce qui est moins fréquent, c'est l'apparition d'un ganglion, c'est-à-dire une petite boule qui apparaît. Ça arrive de temps en temps. Alors moi, je l'ai pas, j'en ai pas vu, mais ça a été référencé. Et on peut avoir une réaction de stress liée au vaccin, liée au geste de la vaccination, parce que ça reste une piqûre et on peut faire un petit malaise vagal. On ne se sent pas très bien, on a chaud et tout d'un coup, on a la tête qui tourne. On s'allonge et ça va en général mieux. Ce qui est rarissime, c'est vraiment l'allergie,
Comme je vous disais tout à l'heure, c'est la seule contre-indication et souvent on a déjà eu d'autres vaccins avant, mais c'est vraiment rarissime. Diapo suivante. Alors, comme tous les vaccins aussi, hein, vous avez des fois des controverses. Vous avez peut-être entendu parler de risques, de choses comme ça. Il a été référencé à une période dans les années 2015, un risque de syndrome de Guillain-Barré, qui est un syndrome auto-immun qui peut donner une paralysie temporaire. Et finalement, les études internationales, et notamment l'OMS, a fait une méta-analyse et a montré que le vaccin était sûr. On recense toutefois environ 10 cas pour 1 million. Mais autrement, ce n'est pas un vaccin réputé pour entraîner un risque de syndrome de Guillain-Barré. Et pour les autres maladies auto-immunes, il n'y a pas de surrisque par rapport à la population générale, donc on peut être tout à fait rassuré par rapport à ça. Alors pourquoi on propose un vaccin maintenant? Donc pour les collégiens en 5e, c'est parce que la couverture vaccinale en France est mauvaise, enfin, était mauvaise en tout cas avant le début de la campagne vaccinale. On était à moins de 30%, ce qui était vraiment pas suffisant. L'intérêt de on vaccinait avant les filles et depuis quelques années, on vaccine les garçons également. Et du coup, on rend la contamination du papillomavirus beaucoup plus difficile, puisqu'on vaccine maintenant les garçons et les filles. Mais c'est vrai que comme on s'y est pris un peu tard, que depuis quelques années, il y a un décalage entre la vaccination des garçons et la vaccination des filles. Donc on est quand même en retard par rapport à d'autres pays. En Suède, par exemple, ou en Australie, on a vacciner les garçons et les filles depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, et on a vu une diminution importante du taux de cancer du col de l'utérus, par exemple. Il y a de plus en plus de preuves qui montrent que les cancers et la mortalité sont nettement diminués grâce à cette vaccination. C'est un vaccin qui est très performant, mais également très sûr. Et du coup, si on vaccine et les garçons et les filles, on se retrouve à protéger beaucoup mieux la population. C'est pourquoi la recommandation, c'est d'avoir une cible à 80% de taux de vaccination, comme le disait Cécile Marchex, parce que dans ces cas-là, on arrive à réduire fortement le taux de cancer du col de l'utérus et donc, par ricochet, de réduire les coûts en santé. Alors, juste un petit mot sur le vaccin du méningocoque, puisque, en fait, cette campagne de vaccination du papillomavirus est aussi l'occasion pour proposer le vaccin du méningo. On le proposera puisqu'il y a une hausse actuelle des cas de méningite bactérienne. La majorité des enfants sont vaccinés, mais le problème, c'est que les souches actuelles ont évolué. Donc, c'est pour ça qu'on proposera le vaccin ACW et Y. Et que, en fait, on s'est rendu compte que les adolescents étaient les principaux vecteurs de ces infections graves. Alors, ce sont ceux qui ont le moins de symptômes, ceux qui sont le moins malades, mais ce sont les plus grands porteurs des bactéries. Donc, c'est pourquoi il est recommandé de les vacciner en priorité. Donc, juste un petit mot concernant la campagne de vaccination en pratique au collège. Donc, le jour de la venue, votre enfant est accueilli. On étudie son carnet de santé pour voir un petit peu le calendrier vaccinal. On recueille bien sûr le consentement et les questions de votre enfant pour savoir s'il y a des craintes, des angoisses, des choses des questions qu'il se pose. Et il n'y a pas de mauvaises questions. C'est important de répondre aux questions avant de démarrer l'injection parce qu'on a une bien meilleure adhésion de votre enfant et de vous-même d'ailleurs. Le discours qui est tenu, c'est que c'est un vaccin qui protège contre certains cancers et contre certains types de virus, avec des explications scientifiques simples. Par contre, on ne parle pas de sexualité.
lors de cette campagne de vaccination. Ce n'est pas l'objet. Notre objet, c'est vraiment de se focaliser sur la protection de la personne contre un certain type de cancer. Diapo suivante. Ensuite, la deuxième phase, c'est de faire la vaccination après adhésion de votre enfant et bien sûr des parents. On surveille après la vaccination 15 minutes votre enfant, puisque en fait, quand il y a des petits effets indésirables, comme je vous avais donné tout à l'heure, c'est surtout dans les 15 minutes, en fait. Plus on a d'effets et plus c'est concentré au tout début, et après, ça se tasse. Donc, c'est pour ça que les 15 premières minutes sont importantes en surveillance. Et ensuite, l'équipe de la vaccination, elle est apte, si besoin, pour réagir en cas d'effet indésirable, de douleur, de malaise vagal ou autre. Et on a tous les médicaments nécessaires pour parvenir à gérer tous ces événements, tous ces effets indésirables. Alors, une dernière diapo pour vous donner un petit peu les coordonnées du centre de vaccination de la Vienne. Donc, le centre, en fait, est basé au CHU de Poitiers, dans le bâtiment de la Villa Santé. C'est pour ça que vous avez le petit logo en haut à droite. On vous a mis le numéro de téléphone du secrétariat, le 05 49 44 39 05, et l'adresse mail cpv comme centre de vaccination publique @chu-poitiers.fr. En fait, ces coordonnées sont intéressantes parce que même si on a un webinaire ce soir, peut-être que vous vous poserez des questions par la suite et on sera ravis de répondre à vos questions et on se tient à disposition si besoin. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Iri. Je vais enlever mon partage d'écran pour que Madame Pouget puisse partager son écran puisqu'elle veut vous montrer donc les modalités concrètes d'inscription à la campagne via la plateforme. Oui, on le voit. Alors, bonjour à toutes et à tous tout d'abord. Vous voyez mon écran, du coup, c'est bon? Moi, je le vois. Oui, on le voit? Oui, oui. Parfait, merci. Hop. Donc, tout d'abord, je me présente. Donc, moi, c'est Ophélie Pouget. Donc, je suis chargée de mission au sein de la mission vaccination de l'OMEDIT. Donc, l'OMEDIT, c'est l'Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique. Et comme l'a dit Madame Marchex tout à l'heure, effectivement, j'interviens en appui de l'ARS sur tous les sujets liés à la vaccination et notamment sur les départements donc, de la Charente et de la Vienne. Donc, moi, ce soir, je vais vous présenter la plateforme de dépôt des autorisations parentales. Mais avant, je vais vous... Alors, Madame Iri a dit quand même déjà pas mal de choses, mais je vais vous rappeler deux, trois petites choses sur la campagne de vaccination et l'organisation. Donc, les centres de vaccination passeront une fois par an, enfin, passeront sur l'année une seule fois, parce que jusque-là, ils passaient deux fois, parce que concernant le vaccin HPV, le vaccin nécessite 2 doses de vaccin, donc une première dose et une deuxième dose entre 5 et 13 mois après la première dose. Mais donc voilà, là, le centre de vaccination passera une première fois. Ils pourront réaliser des premières doses et l'année suivante, donc on sera autour a priori des 12 mois, ils pourront réaliser la deuxième dose de vaccin. Des deuxièmes doses pourront aussi être réalisées en cinquième et des premières doses pourront être réalisées en quatrième concernant le vaccin HPV. Et dans ce cas-là, donc les deuxièmes doses de vaccin HPV pourront être faites en ville pour les premières doses faites en quatrième. Voilà pour ça. Alors, concernant le vaccin contre les méningocoques, là, la question se pose moins parce que voilà, il n'y a qu'une seule dose de vaccin pour être protégé.
contre les méningites. Les équipes des centres de vaccination, vous dire aussi qu'elles sont composées au moins d'un médecin ou d'une sage-femme et ensuite, alors souvent d'infirmières ou d'infirmiers ça peut arriver aussi de personnel administratif. Voilà, donc j'en viens. Alors, je laisserai mes collègues des centres de vaccination compléter mon discours si parfois j'ai oublié quelque chose. Mais j'en viens à la présentation donc, de la plateforme des autorisations parentales parce qu'il n'y aura pas de vaccination si vous ne donnez pas votre accord, bien évidemment. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de cette plateforme. Donc, je vous ai mis le lien de connexion là sur ma diapositive, mais vous avez dû le recevoir par ailleurs de la part de l'Éducation nationale. Alors, je vais arrêter le partage et je vais vous partager la plateforme des autorisations. Alors, attendez. Hop, vous voyez toujours mon écran? Oui, oui, C'est bon. parfait. Donc, voilà, quand vous allez cliquer sur le lien, cette page va apparaître. Donc, ça vous résume, voilà, vous avez un petit texte explicatif sur la campagne. Donc, ensuite, en bas de page, vous pouvez cliquer sur accéder au formulaire. Voilà, donc moi, j'ai déjà un compte, donc je vais passer par le connectez-vous. Mais sinon, a priori, vous allez créer un compte. Donc, à ce moment-là, vous devrez saisir votre prénom, nom, mail et créer un mot de passe. Donc, vous allez recevoir un code par mail pour voilà, sécuriser votre connexion, ainsi que par SMS parce que vous allez devoir mettre votre numéro de téléphone. Donc, tout ça dans le but de sécuriser les données. Donc, moi, voilà, je vais me connecter, hop, parce que j'ai déjà un compte. Et donc, une fois que vous aurez fait votre inscription, donc vous aurez les enregistrements existants. Donc là, quand vous aurez validé le formulaire et les nouveaux enregistrements. Donc, moi, j'ai déjà commencé un dossier. Vous allez pouvoir commencer un dossier et l'arrêter à tout moment et y revenir. Les modifications s'enregistrent automatiquement. Donc, moi, je sélectionne celui qui est déjà commencer. Donc, vous avez une première page sur les renseignements concernant votre enfant. Donc, le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance, la commune de naissance, la classe. Donc, moi, je vais mettre cinquième puisque la campagne de vaccination concerne uniquement les cinquièmes et quatrièmes avec, j'en profite pour dire qu'en sixième, il y a voilà, des campagnes d'information plutôt. Donc, à saisir également le code postal de résidence et l'établissement. Moi, je vais mettre le premier qui vient, mais sinon, vous pouvez mettre un mot-clé qui correspond au nom de l'établissement, parce que là sont répertoriés tous les établissements de la région, donc ça vous évitera de rechercher. Hop, donc, après, suivant. Donc, là, vous avez donc, ce qui concerne les autorisations vaccinales. Donc, vous voyez au début, donc, on parle de si vous autorisez ou non la vaccination papillomavirus et méningo. Et ensuite, alors vous avez aussi tout ce qui va concerner les rappels vaccinaux sur d'autres vaccins. Donc, la vaccination ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole, DTPC, diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche et l'hépatite B. Parce que les centres de vaccination pourront aussi proposer des rappels de ces autres vaccins aux enfants qui seraient par exemple déjà bien vaccinés contre les papillomavirus ou les infections à méningocoque. Voilà, donc là, vous pouvez, moi je vais mettre oui pour le papillomavirus, je vais mettre non pour les méningos et je vais mettre oui pour le ROR. Hop, et donc, quelle que soit votre décision, il y a bien une autorisation parentale à remplir, que ce soit oui ou non. Donc là, on arrive sur la prochaine page. Donc, c'est une page facultative. En fait, vous avez la possibilité de mettre une photo du carnet de santé. Parce que voilà, si vous avez un doute sur si les vaccinations sont faites ou pas, ça permettra d'avoir déjà une indication
pour le centre de vaccination qui pourra vérifier en amont et éventuellement vous contacter et voilà, voir avec vous. Dans tous les cas, le carnet de vaccination sera à remettre à votre enfant le jour de la vaccination pour que le centre vérifie et puisse inscrire les vaccinations faites le jour, voilà, le jour de la vaccination. Bon, ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, à ce moment-là, vous pouvez, en cliquant sur le petit plus et en allant chercher le fichier dans vos documents, mettre la photo du carnet de santé. Donc il y a une petite mention en bas de page où voilà, il faut que vous vous assuriez que le nom de l'enfant figure bien sur le carnet de santé. Et généralement, les vaccinations voilà, sont aux pages 90 à 93 à la fin du carnet de santé. Et si besoin, vous avez une petite photo qui vous montrera voilà, quelles pages sont les bonnes. Euh, voilà. On va passer à la page suivante. Je- et donc à ce moment-là, donc vous avez donc là c'est la page où vous vous engagez. Donc évidemment donc là donc l'accord en fait des deux responsables, enfin des responsables légaux est recherché. Donc la personne qui remplit le formulaire peut s'engager pour l'autre responsable légaux, peut s'engager seule si elle est le seul responsable légal de son enfant, ou peut s'engager donc pour l'autre si l'autre représentant légal est matériellement empêché de compléter le présent formulaire. Donc, si les parents sont séparés, enfin, on en parlera aussi tout à l'heure, mais si les parents sont séparés et que ils ont tous les deux la charge de l'enfant, les deux parents devront remplir un formulaire d'autorisation parentale. Donc là, voilà, vous cochez la situation qui correspond et vous complétez les informations. Donc votre prénom, le nom, donc le numéro de sécurité sociale. Donc là, pour vous illustrer, j'en ai mis un fictif. Hop, 5. Vous montrer l'étape suivante parce que voilà, c'est un critère bloquant. Donc si on ne le met pas, on ne pourra pas valider. Et puis voilà, faire attention aux erreurs, mais a priori, avec l'évolution de la plateforme, de toute façon, si le numéro qui est saisi n'est pas le bon, ça ne fonctionnera pas. Donc votre mail, votre numéro de téléphone, votre régime de sécurité sociale, donc CPAM, MSA, MGEN, donc aide médicale d'État, complémentaire santé solidaire ou autre. Donc je vais mettre CPAM la première. Donc là, dans ce cas-là, moi, au vu de ce que j'ai coché, euh, je remplis voilà, les informations sur le second parent. Hop. Donc là, le numéro de sécurité sociale, c'est pas obligatoire. En revanche, il faudra mettre ou le mail ou le numéro de téléphone. Donc, je vous encourage à mettre soit les deux, soit au moins le numéro de téléphone. Parce que voilà, pour le centre, pour le centre de vaccination qui intervient, ça peut être bien utile de les avoir au cas où. Voilà. Et donc, en fin de formulaire, vous avez des petites coches. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, qui vous engage à fournir à votre enfant le carnet de santé le jour de la vaccination. C'est important pour qu'il puisse voilà, vérifier, je vous le rappelle, le statut vaccinal de votre enfant et inscrire les vaccinations faites. Et alors voilà, vous pouvez attester ne pas être en capacité de fournir le carnet de santé de votre enfant et de l'avoir fait préalablement vacciner pour les vaccinations demandées, si c'est le cas évidemment. Et donc là, en fin de formulaire, donc vous cliquez sur soumettre. Donc vous avez le récapitulatif de votre formulaire, donc l'identité de l'enfant, les autorisations pour les vaccins avec les petites coches vertes pour celles que vous autorisez, les informations sur les responsables légaux et les informations donc, sur l'établissement. Donc, et après, important, du coup, pour valider votre formulaire, il faut vous cliquer sur signer en bas à droite. Donc là, moi, je ne vais pas le faire parce que sinon, j'envoie l'information directement au centre de vaccination. Si toutefois vous revenez sur votre décision, si vous souhaitez modifier quelque chose, n'hésitez pas à contacter
le centre de vaccination qui intervient au sein du collège de votre enfant. Voilà pour ça. Et juste vous dire donc que vous avez les petits onglets en bas de page aide en ligne qui peut, voilà, c'est une foire aux questions qui peut vous aider si besoin, s'il y a un souci, et un petit formulaire de contact aussi si besoin. Donc voilà pour la plateforme. Donc je vais arrêter le partage et je vais remettre le diaporama. Hop là. Alors, j'y reviens. Alors, normalement, c'est bon. Donc, bon, vous l'avez vu, j'ai mis quelques points forts de la plateforme. Donc, c'est une plateforme qui a été revue au fil des années, parce que voilà, c'est la 3e année que des campagnes de vaccination milieu scolaire ont lieu. Donc, c'est une plateforme qui est fluide. L'interface est assez intuitive, vous l'avez vu. Elle a été améliorée au fil des années. Les données sont sécurisées également, comme je vous le disais en début d'intervention. Voilà, donc, et donc je vous ai remis quand même quelques points de vigilance. Donc sur les vaccinations HPV et méningo, donc si elles sont réalisées, pas forcément d'autorisation à compléter, sauf si vraiment voilà, vous voulez indiquer que vous ne voulez pas que ça se fasse. En cas de doute, je vous ai remis le nom des vaccins, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'y retrouver dans les carnets de santé. Donc les vaccins HPV, hop, je sais pas si... Voilà, ça sera mieux. Le vaccin HPV, donc comme vous le disiez, Madame Miri, son nom c'est Gardasil. Et les vaccins méningo, donc il y en a plusieurs, ACWY, donc c'est Nimenrix, Menveo ou Menquatfi. Et donc, je l'ai remis aussi, mais si le doute persiste, n'hésitez pas à déposer une copie des Il y a une coupure. J'espère que vous m'entendez toujours. Voilà, le dossier ne sera pas correct et ça va poser souci pour le centre de vaccination. Donc, comme je vous disais tout à l'heure également, l'accord des 2 parents est recherché dans la mesure du possible. Si les deux ont la garde de l'enfant et que les parents sont séparés, c'est important de faire 2 autorisations. Et c'est important également voilà, d'indiquer le numéro de téléphone des parents au cas où, des 2 parents si possible. Et donc oui, ça je vous l'ai pas dit, mais alors cette année, contrairement aux autres années, la plateforme des autorisations parentales ne ferme pas. Donc ça va être important de remplir l'autorisation au moins une semaine avant la venue du centre pour laisser au centre de vaccination le temps de s'organiser, parce que sinon il y a un risque qu'ils n'aient pas le temps de s'organiser et qu'il n'ait pas assez de vaccins ou pas le temps de vacciner votre enfant. Voilà, je vous ai remis la petite mention, mais je crois que vous l'avez compris. Ouais, c'est important que le carnet de santé ou de vaccination soit avec l'enfant le jour J. Voilà. Donc j'en ai fini. Vous dire également que pour les personnes qui ne pourraient pas remplir le formulaire d'autorisation parentale dématérialisé, il existe aussi des formulaires d'autorisation papier et traduits en plusieurs langues. Et ça, voilà, les établissements scolaires en ont des exemplaires, donc ne pas hésiter à les solliciter si besoin. Voilà, merci de votre attention et n'hésitez pas si besoin. Et mes collègues des centres de vaccination, si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas également. Merci. Merci Ophélie. Est-ce que du coup, Madame Perroche, vous souhaitez rajouter quelque chose peut-être avant de lancer les questions? Parce que je vois dans la conversation, dans le chat, il y a 3 questions qui sont posées, mais peut-être avant, est-ce que vous avez des compléments? Non, je n'ai pas de complément supplémentaire à apporter. L'essentiel a été dit. Merci. Merci. Donc, il y a une première question. Alors, mon fils a déjà eu une première injection en septembre 2024.
pour le papillomavirus via le vaccin Gardasil. Nous n'avons plus de médecin pour l'instant. Peut-il faire la deuxième injection via l'action d'un campagne au sein de l'établissement? Je me permets de répondre. Oui, bien sûr, la deuxième injection peut être faite lors de la campagne vaccinale. Juste pour information, bon là ça va, c'est septembre 2024, mais parfois on a plus d'un an d'écart entre la première dose et quand on n'a pas de médecin traitant ou qu'on a d'autres problématiques. Des fois, la deuxième dose ne peut pas ou n'a pas été faite suffisamment à temps tel que le schéma vaccinal le recommande, mais on peut refaire une deuxième dose un peu plus tard, tant pis. Le schéma vaccinal sera quand même complet, il n'y aura pas besoin d'une troisième dose. Merci. Il y a une autre question. Donc, si l'enfant n'a qu'un seul parent en vie, en fait, du coup, dans le cadre de l'autorisation, comment on peut signifier l'information sur la plateforme? Alors, effectivement, dans ce cas-là, le parent va déclarer être le seul responsable légal de l'enfant. Voilà, le formulaire en ligne le prévoit et le formulaire papier aussi. Merci. Donc, une autre question. Si les parents sont séparés, on peut renseigner qu'une seule demande en ligne? Alors, Voilà, comment ça se passe quand les parents sont séparés, en fait? Alors, si les parents sont séparés et qu'ils se mettent voilà, d'accord, une demande peut être faite et dans ce cas-là, celui qui remplit la demande s'engage pour l'autre parent. S'il n'y a pas de communication, l'idéal, c'est de remplir deux autorisations. Une par parent. Une par parent. D'accord. Une autre question. Mon fils a eu une injection en 2013, un vaccin méningitech. Est-ce que c'est le vaccin de la méningite? Et si oui, faut-il le refaire? Oui, il faut le refaire parce que ce vaccin est trop loin et que en fait, les formes ont changé, les formes de méningite. Donc, du coup, ce sera avec un vaccin de nouvelle génération. Donc, ce sera beaucoup plus performant. Et en effet, il faudra. 2013, c'est trop ancien. Désolée. Merci. Moi, sur le chat, je n'ai plus d'autres questions. Est-ce que des personnes souhaiteraient poser des questions de façon orale? Ah, y a-t-il une préconisation à faire le vaccin HPV en fonction des règles? En fonction de la période des règles. Ah, la période des règles. Oui. Je suis en train de me demander de quelles règles on parlait. Non, il n'y a pas de préconisation en fonction des règles. Par contre, il est vrai que chez les adolescentes, pendant les règles, on peut avoir un coup de fatigue plus important ou des douleurs plus importantes. Et donc, du coup, c'est vrai que le vaccin peut être parfois compliqué. Il n'y a pas de contre-indication, en tout cas, ça c'est sûr. Le vaccin ne va pas augmenter non plus les douleurs de règles déjà présentes. Après, tout dépend, c'est à discuter parce que certaines adolescentes ratent l'école parfois. Et c'est plus ça qui est important à mon sens, de voir un petit peu comment la personne le sent. Toujours est-il qu'on ne fera pas de vaccin si la personne n'est pas à l'aise. Enfin, voilà, on ne forcera personne à faire le vaccin si la personne n'est pas à l'aise. Et dans ces cas-là, on redirigera vers le médecin généraliste ou la sage-femme à un moment qui est plus opportun. Mais en soi, il n'y a pas de contre-indication à faire le vaccin pendant les règles. Merci. Alors, il y a une question sur la date butoir pour compléter l'autorisation en ligne.
La plateforme de dépôt des autorisations parentales cette année ne ferme pas. Quand vous aurez la date de passage du centre de vaccination au sein du collège de votre enfant, essayez de compléter l'autorisation en ligne une semaine avant pour que les centres, voilà, pour que le centre ait le temps de s'organiser. Merci. Y a-t-il des effets secondaires du vaccin contre la méningite? C'est les mêmes effets secondaires que la plupart des vaccins, c'est-à-dire un coup de fatigue, de la fièvre, de la douleur au bras au moment de l'injection, avec une surveillance de 15 minutes également. Et la contre-indication au vaccin de la méningite sera également l'allergie uniquement. Mon fils a 12 ans et il a eu le vaccin méningo en 2014. Recommandez-vous de faire un deuxième vaccin méningo en 2014? Mon fils de 12 ans oui. Normalement, si le vaccin a été fait à 11 ans minimum, normalement, c'est bon, il n'y a pas besoin de refaire le vaccin. Et du coup, ça me fait rappeler qu'au-dessus, c'était marqué 2013, mais je ne sais pas quel âge a l'enfant. Donc, voilà. En fait, pour le méningo, si le vaccin a été fait après 11 ans, normalement, c'est bon. Mais là, 2012, attendez, 12 ans, non, 12 ans, 2014. Non, mais donc, il faut le refaire. 2014, non, La personne précise que son fils a 13 ans. donc là, il a... Par rapport à la première question qui avait été posée pour 2013. Ah oui. En fait, 2013, donc ça veut dire qu'il l'a fait quand il était beaucoup plus jeune, bien avant les 11 ans. Donc là, il faut le refaire, ça c'est sûr. Et pour la deuxième situation, fils de 12 ans, il a fait son méningo, son vaccin avant 12 ans, puisque c'était en 2014. Donc c'est pareil, il faut refaire le vaccin. Merci. Les deux vaccins papillomavirus et méningo sont-ils faits le même jour au collège? Oui, tout à fait. Pour que ce soit plus simple. Mais après, ça va être sur un bras et l'autre bras. Et dès lors que la personne aura coché l'autorisation sur la Tout à plateforme. fait. Alors attendez, j'essaie de voir parce qu'en fait, mon fils, il avait 1 an. Oui, c'est ça. Donc, non, il faut le refaire. Ouais. Hein, pour tous les enfants qui ont eu dans les années 2013, 2014, enfin bon, il y a longtemps, il faut le refaire, oui. Ok. J'ai eu un petit problème de calcul mental. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Orales peut-être? Ah. Les rappels des autres vaccins doivent-ils être faits à l'adolescence, notamment le ROR ou autre? Non, il me semble que non, pas le ROR. Il y a le DTCP qui a refaire pareil dans la tranche 11-14 ans. Normalement, il y a un rappel à partir de 11 ans pour le DTCP. Ça veut dire quoi, des TCP? Les vaccins des diphtéries, tétanos. Ouais, merci. Alors, mon fils est de 2013, mais il est en 6e car il a redoublé. Il doit attendre d'être en 5e? Alors oui, je me permets de répondre. Oui, effectivement, parce que l'instruction interministérielle qui cadre cette campagne de vaccination au milieu scolaire dit bien que oui, la campagne ne concerne uniquement les 5e et les 4e. Alors, Est-ce que les vaccins... je vais rebondir sur la réponse d'Ophélie Pouget. De toute manière, on a le temps, c'est-à-dire que le vaccin, c'est entre 11 et 14 ans révolus, donc pour les 2 doses.
Donc, même si votre fils a redoublé, on a quand même le temps. Et ce qui compte, c'est la première dose avant les 14 ans pour avoir les 2 doses. Merci. Est-ce que les vaccins de l'HPV et de la méningite peuvent être faits par le médecin traitant? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. En fait, la campagne de vaccination, elle ne se substitue pas aux soins qui peuvent être offerts en ville ou ailleurs. Si votre enfant préfère être vacciné par son médecin traitant, il n'y a pas de souci. Le seul truc, peut-être, c'est qu'il n'y a pas l'avance de frais s'il y a la gratuité. Oui, tout à fait. Dans le cadre de la campagne, voilà, il y a la gratuité, il n'y a pas l'avance de frais. D'ailleurs, le HPV peut être également fait par le pharmacien, hein. Mm. Bien. Ah. Mais si le médecin doit remplir sur la plateforme. Non, si c'est le médecin qui doit faire la vaccination, vous n'avez pas à remplir la plateforme. La plateforme, c'est vraiment dans le cadre de l'organisation de cette campagne. Et le médecin ne doit pas renseigner le fait qu'il ait fait la vaccination à votre enfant sur la plateforme. Après, c'est important effectivement d'avoir le carnet de santé pour que les professionnels de santé qui font l'opération de vaccination puissent l'intégrer dans le carnet de santé et comme ça, votre médecin traitant en est informé. Ensuite, même pour le méningo, car il est suivi au CHU en pneumopédiatrie et hématologie, car problème d'IgG. Donc là, c'est un cas plus complexe. Je n'ai pas compris ce qu'est Alors, IgG. je ne sais pas, un problème d'IgG, je ne sais pas, marqué. Même pour le méningo, car il est suivi au CHU en pneumopédiatrie et hématologie, car problème d'IgG. Je ne sais pas comment on lève la main, mais je suis la maman qui a posé la question. Ah Je oui, peux mais très peut-être bien. expliquer, ce sera peut-être plus facile. Oui, allez-y, oui. Alors, j'ai un enfant donc, de 12 ans qui est asthmatique sévère, qui est suivi en pneumopédiatrie par le docteur Diaz au CHU de Oui. Poitiers. Et il est suivi aussi en hémato. Maintenant, c'est la remplaçante du docteur, du professeur, j'ai perdu son nom, Millot. Parce qu'il a un problème de défense immunitaire. Donc, en fait, je dois le perfuser toutes les semaines pour lui injecter des immunos. Et je demandais s'il fallait attendre aussi ses 12 ans pour le méningo. Non, normalement, le méningo, au contraire, il est encore plus à risque. Ouais. Ah ouais, non, la seule contre-indication, c'est vraiment l'allergie, hein. Donc, c'est même moi, j'encourage à faire le vaccin. Oui, je comptais lui faire, mais voilà, je voulais vous poser la question avant. Ouais. Non, mais au contraire. D'accord. Je vous remercie pour les réponses. Il est 19h30. Voilà, on avait prévu que le webinaire ne soit pas trop long, qu'il dure 1 heure. Pas de dernière question. Écoutez, je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de votre intervention. Je remercie encore une nouvelle fois l'Éducation nationale d'avoir permis l'organisation de ce webinaire. Et j'espère voilà, qu'il puisse être retranscrit pour que chacun puisse y avoir accès. Et bon, vous avez vu, hein, vous avez quand même, il reste les contacts du CHU et aussi de l'OMEDIT. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous. Merci à vous, bonne soirée.